Au sommaire de ce journal, un comité de gestion du fonds des victimes a été installé 20 ans après les affrontements dans la ville de Kisangani en RDC. Ce comité est dénommé Frivao. Pour valider les études de marché de la stratégie sectorielle commerciale africaine, le comité national de la ZLECAf et les clusters des différents secteurs d'activité étaient récemment en atelier. Et l'Université Polytechnique ISPA a tenu la première édition de sa journée d'intégration dénommée le Aquaba Days. Plus de précisions dans ce journal. Bienvenue à tous, merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. En République démocratique du Congo, plus de 20 ans après les affrontements dans la ville de Kisangani entre les troupes de l'armée ougandaise et rwandaise appelée la guerre de 6 jours, qui a causé plusieurs victimes, un comité de gestion du fonds des victimes est installé. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui a procédé il y a quelques jours à l'installation de ce comité dénommé Frivao. Le reportage de notre correspondante en RDC, Ravanali Ntumba. La ville de Kisangani, dans la province de la Chopo, a connu une ambiance particulière le jeudi 16 novembre dernier. Le comité de gestion du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation de victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et leur ayant droit, Frivao en sigle, est installé près de 6 mois après sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a installé l'équipe et lancé les activités de Frivao dans cette ville historique. C'est ici le lieu pour moi d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir permis que Frivao soit aujourd'hui doté de ses mandataires 4 ans après sa création. Le même sentiment de reconnaissance à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son attention pour le bon fonctionnement de cet établissement public. La ville de Kisangani, chef-lieu de la province de Chopo, avec ses habitants, connus plus pour sa richesse culturelle dont la renommée a traversé les frontières et les âges, n'a pas été épargnée par des graves atrocités perpétrées par le passé. C'est donc un grand jour pour Kisangani, appelée ville martyre, qui a vu les affrontements des 2 armées étrangères faisant plusieurs victimes. Pour le vice-gouverneur de la province, Paulin Lendongolia, cette cérémonie est un grand aboutissement de la justice en faveur des victimes de la guerre des 6 jours dans la ville de Kisangani. Cet événement constitue un grand pas à l'aboutissement d'un long processus de rétablissement de la justice à la population de la Chopo en général et de Kisangani en particulier. Nommés le 4 mai 2023, les membres du conseil d'administration et la direction générale de Frivao ont pour mission de gérer les fonds de réparation de l'Ouganda ordonnés par la Cour internationale de justice. De retour en Côte d'Ivoire, réélu à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire le 28 août dernier pour un second mandat, Faman Touré a été officiellement investi ce jeudi. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre du Commerce et de l'Industrie, en présence des membres du gouvernement et des acteurs du secteur privé en Côte d'Ivoire. Un événement au cours duquel le président de la Chambre de commerce et de l'Industrie a présenté les orientations de sa nouvelle mandature. Pierre Tebeu, Nicolas Angoua. Une salle bondée de monde, de curieux et des acteurs du secteur privé et étatique pour la cérémonie officielle d'investiture du président réélu de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman. Il a été reconduit dans ses fonctions de président à la tête de l'institution consulaire le 28 août 2023 à l'issue du processus électoral ayant débuté le 20 avril 2023. Touré Faman et son adjoint ont été investis par le ministre du Commerce,
de l'industrie et de la promotion des PME. Président Fama Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le président élu de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a indiqué que pour cette nouvelle mandature, il s'engageait dans la poursuite des efforts de promotion de l'entrepreneuriat national. Il a affirmé par ailleurs que face à un environnement secoué par la Covid-19 et le contexte de la guerre en Ukraine, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire se doit de renforcer son action de soutien aux entreprises et spécifiquement dans les régions. Un effort dans lequel il sera accompagné par ses collaborateurs et très attendu par les acteurs du secteur. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra Souba, a saisi l'occasion pour exhorter les présidents et les autres élus à travailler en équipe dans l'union et la cohésion. Cette nouvelle mandature court jusqu'en 2029. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est un organisme chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales, industrielles et des services, d'assurer en outre la formation des entrepreneurs et d'apporter un appui aux entreprises. Le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine et les clusters des différents secteurs d'activité étaient récemment en atelier. Il s'agissait de valider les études de marché de la stratégie sectorielle commerciale offensive de la ZLECAf. Revenons sur cet atelier avec Koné Nanorgo et Maru Seri. Permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit des échanges commerciaux avec les autres pays africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. C'était l'objectif visé par le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine à travers cet atelier de 2 jours qui visait, lui, à valider les études de marché de la stratégie sectorielle commerciale offensive. Un atelier qui a réuni les différents clusters sectoriels de l'économie ivoirienne, répondant ainsi à l'axe 4 de la stratégie. C'est une innovation, c'est un des axes de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Donc nous avons diligenté avec l'appui technique et financier de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique une étude de marché sur les 5 différentes régions de l'Afrique. Donc cette étude va mettre à la disposition des agents du secteur privé des informations concrètes sur le potentiel de leurs différents produits. Donc on s'est basé sur la stratégie nationale d'exportation pour identifier les produits prioritaires pour la Côte d'Ivoire et les produits aussi pour lesquels le gouvernement a une stratégie de développement. Ce n'est pas que les produits, nous avons aussi les services, donc les nouvelles technologies aussi qui font partie de l'étude. Donc cette étude a identifié ces produits-là et a fait une étude de marché spécifique dans les différentes régions pour dire pour tel produit, voici les régions où lesquelles vous pouvez les exporter. Donc ça c'est vraiment une première où on sait tous que les études de marché coûtent cher au secteur privé. Donc cette étude va permettre au secteur privé vraiment d'avoir des informations concrètes qui leur permettra de conquérir le marché africain dans le cadre de la ZLECAf. Rentrée en vigueur le 1er janvier 2021, la ZLECAf est un marché de 1,3 milliard de consommateurs. Une mine d'or dont veut profiter la Côte d'Ivoire à travers le renforcement des chaînes de valeur. Le marché de la ZLECAf est le marché de l'avenir pour nos pays. Et mettre l'emphase sur la ZLECAf, ce n'est pas, comme on le fait habituellement, une question de panafricanisme, c'est une question de réalité, d'évidence. Créé en 2018, le CEN ZLECAf est chargé de la promotion, la coordination et le suivi de la mise en œuvre au niveau national de l'accord de la ZLECAf. Il est ainsi l'organe national qui sert d'interface entre la Côte d'Ivoire et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Il se tiendra du 27 au 29 février 2024 la première édition de la foire de l'emploi en Côte d'Ivoire. En prélude à l'organisation de cette foire, s'est tenu un atelier de formation au bénéfice des jeunes et des entreprises. L'objectif était de mobiliser les responsables d'entreprises à offrir plus d'opportunités aux jeunes, notamment 1500 issus des régions de la Bagoué et du Tchologo, nous relatent Sandrine Kwame et Tima Traoré. Offrir des opportunités de stage et d'emploi à la jeunesse du Nord. C'est l'objectif visé de cet atelier d'information qui a eu lieu à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. À travers cet atelier, le patronat ivoirien veut mobiliser plusieurs entreprises
afin d'offrir des stages et des emplois aux jeunes des régions du Tchologo et de la Bagoué pour leur épanouissement socio-professionnel. L'atelier intervient en prélude à l'organisation de la foire au métier et à l'insertion qui se tiendra du 27 au 29 février 2024. Alors, ce projet porte sur l'organisation d'une foire de l'emploi dans la région du Nord. Il s'agit effectivement de mobiliser tous les acteurs dans le Nord. Quand il y a des acteurs, les services de l'État, les entreprises, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les étudiants, pour essayer de mettre en relation tout ce qu'il y a comme potentiel pour les jeunes. Nous avons dire tout le temps que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais encore faudrait-il que cette jeunesse soit outillée pour pouvoir reprendre le pays en main. Cette fois intervient dans le cadre du projet Génération sans limite au nord de la Côte d'Ivoire. Elle est soutenue par la Suisse, l'UNICEF, l'OIM et l'Organisation internationale du travail. Cet atelier va apporter beaucoup parce que cet atelier déjà permet de mobiliser les acteurs au niveau central. Quand on parle de central, au niveau d'Abidjan, toutes ces entreprises qui interviennent au niveau d'Abidjan, mais aussi qui ont des représentations en région. Notons que la foire au métier et à l'insertion vise à soutenir les efforts du gouvernement dans le Nord et à renforcer l'engagement du secteur privé au niveau national et local. Intéressons-nous à présent à la formation. L'Université Polytechnique ISPA a tenu la première édition de sa journée d'intégration dénommée le Aquaba Day, organisée par l'établissement en faveur de ses nouveaux étudiants pour leur souhaiter la bienvenue. Ce fut l'occasion pour les dirigeants de l'institution de partager les valeurs et la vision de l'ISPA aux partenaires parents d'élèves et au monde de l'enseignement supérieur. Walter Kofi et Richard Akeke pour le point. Bravo. Garde à vous. À gauche. Gauche. À droite. Alignement. Un défilé et une posture militaire pour démontrer la rigueur et la discipline qui leur est inculquée dans leur nouvel établissement d'enseignement supérieur. Ces premières années de l'Université Polytechnique ISPA sont à l'honneur à cette journée d'intégration dénommée l'Aquaba Day. Ils font désormais partie d'une institution dont l'une des particularités réside dans la diversité culturelle de ses apprenants. Le choix de ISPA parce que c'est une université qui pourra garantir mon avenir parce que il y a des universités, quand tu pars là-bas, tu n'es pas rassuré. C'est-à-dire quand tu sors de là-bas, tu n'es pas sûr que tu auras de l'employabilité. Donc avec ISPA, c'est sûr qu'il y aura l'employabilité. C'est sûr que quand tu sortiras de cette université, tu pourras faire des stages et tout. J'ai choisi ISPA parce que tout d'abord, ISPA est une université qui assure une intégration socio-professionnelle. Et en intégrant l'université, j'ai remarqué que c'était un enseignement de qualité et on nous accompagne réellement dans nos objectifs. C'est pour accueillir tous les nouveaux étudiants, les intégrer au sein de l'université, au sein de notre environnement universitaire et annoncer en même temps officiellement la rentrée académique de l'année 2023-2024. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec l'arrivée de plusieurs étudiants. Nous avons par exemple des étudiants qui viennent, j'ai envie de dire, chaque année du Gabon, des étudiants qui sont venus du Nigeria, des étudiants qui sont venus du Congo aussi. Et donc ces étudiants ont besoin d'être intégrés. Et il y a des étudiants, des anciens, des nouveaux étudiants affectés par l'État et d'autres étudiants privés qui sont là. Et donc cette cérémonie, c'est une cérémonie d'intégration à laquelle nous essayons de faire participer nos partenaires universitaires qui sont des entreprises, qui sont évidemment des cabinets et des partenaires qui font partie de nos étudiants à l'international. Une journée meublée de prestations artistiques et marquée par des conférences et panels animés par des partenaires de l'ISPA et acteurs du monde de l'enseignement supérieur. Ils ont d'une part souligné les défis que devront relever l'ISPA en termes d'infrastructure et de qualité de l'enseignement, et d'autre part prodiguer des conseils aux jeunes apprenants de l'école à travers diverses thématiques. Tout n'est pas à prendre, la diversité culturelle elle est bonne à la base, mais tout n'est pas à prendre dans cette diversité culturelle-là. Donc on a essayé
de mener l'échange à ce que les étudiants comprennent que c'est bien, cette diversité-là, elle est riche, mais il faut en prendre seulement que la richesse dans cette diversité-là. Nous nous rendons compte que la plupart des jeunes, quand ils sortent de l'université, ils ne savent pas où aller. Ils sont nombreux à être dans les concours administratifs et à vouloir être que des fonctionnaires. Or, l'État n'a pas assez de place pour eux. Donc nous sommes aux côtés de l'université ISPA pour les conseiller les étudiants à faire en sorte que le choix de leurs études soit en accord avec la Côte d'Ivoire. Créée en 2021, ISPA, Université Polytechnique, dispose d'un campus dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier d'Atoban. L'établissement est spécialisé dans diverses formations, notamment en agronomie, en urbanisme, en communication, en sciences juridiques, politiques et sociales. Celui qui écoute un sage le devient. Les étudiants de l'Institut Voltaire d'enseignement supérieur technique ont pris rendez-vous ce mercredi avec des professionnels du monde du travail. Il était question pour les impétrants de prendre des conseils auprès des conférenciers pour mieux affronter le monde socio-professionnel, mais pas que. Comment réussir son année académique? Cette question a été abordée au cours de la conférence de rentrée organisée par l'administration de l'IVSTP. Les détails dans cet élément de Sandrine Kwame. Que l'on soit sur le chemin de l'apprentissage universitaire ou qu'on soit au port du monde socio-professionnel, il est plus crucial de prendre conseil auprès des devanciers. Message bien compris et appliqué par les étudiants de l'Institut Voltaire d'enseignement supérieur technique. C'est l'amphithéâtre de l'établissement qui a enregistré la présence de 2 conférenciers de renom. Ils ont passé au peigne fin les techniques pour réussir son parcours académique et socio-professionnel. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus compétitif en termes de compétences et ce sont les meilleurs qui vont y arriver. Donc nos conseils à nos étudiants étaient d'abord de leur dire que pendant leur parcours de formation, ils doivent tout faire pour améliorer les connaissances que les professeurs leur donnent. Cette première conférence initiée par l'administration de l'IVSTP augure de belles perspectives. Selon l'un des speakers, de telles initiatives sont à instituer dans le système éducatif. Je pense qu'au-delà de vulgariser, il faut même instituer, parce que ça devrait être quelque chose de formalisé, de mettre systématiquement en contact les apprenants, les étudiants avec le monde du travail. Eh bien, effectivement, c'est la première édition et nous avons un projet plus grand. Et nous comptons sur l'ensemble de nos partenaires pour aller de l'avant. Plus de 250 étudiants sont repartis très enthousiastes à l'idée d'avoir rempli leur cartable d'outils et conseils pratiques pour un avenir professionnel reluisant. Du coup, ce que j'ai retenu des différents intervenants aujourd'hui, c'est de se fixer des objectifs et de se donner les moyens d'y arriver. Je sors de cette conférence étant enrichi. Je tiens d'abord à remercier les panélistes qui nous ont permis d'avoir des connaissances sur notre futur. L'Institut Voltaire d'enseignement supérieur technique est un établissement qui assure la formation des étudiants et les accompagne dans l'obtention d'un stage pratique en entreprise. Intéressons-nous à l'art à présent. La galerie Kinom a récemment transformé l'école internationale Jules Verne dans la commune de Cocody en une véritable galerie d'art présentant les œuvres de 9 artistes, dont 2 sculpteurs et 2 artistes féminines. Sous le thème « Écrin d'art, quand l'école s'illumine en galerie », la collaboration entre cette école et la galerie Kinom s'érige comme un soutien inconditionnel à la jeunesse artistique talentueuse. Pierre Tebeu et Valentin Kra. Une exposition d'objets d'art unique exprimée par des jeunes talents de la galerie Kinom dans un cadre du savoir, l'école internationale Jules Verne. Les œuvres des 9 artistes portant des noms pas encore évocateurs et dont les œuvres expriment déjà le naturel. Adjoa Kwame, Vanessa Bolou, Jay Isaac, Régis Eka, Dongoa, Yapo, Wilfried Kwame, Kamagate et Bambarasso sont exposés ici. Ils nous plongent à travers leurs œuvres dans un monde où l'apprentissage et la créativité convergent, sublimés par leur esprit. Une diversité de talents qui s'expriment dans les différentes œuvres. Mon tableau s'intitule « Le temps ».
Le temps, pour moi, c'est une manière de montrer à quel point les embouteillages sont les maîtres de la route. Et à travers l'embouteillage, c'est une manière pour moi de présenter ce problème. Et effectivement, c'est un phénomène qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Eh bien, c'est simple, je peins Abidjan la nuit. Je peins toutes les vibrations, toutes les rencontres humaines qu'on peut rencontrer, auxquelles on se frotte à Abidjan. Voilà, et donc c'est ce travail que je fais. Les élèves et les visiteurs ont apprécié la qualité des tableaux présentés. Cette exposition m'a apporté beaucoup de choses. On a pu découvrir plusieurs artistes. On a pu découvrir aussi plusieurs points de vue au niveau des œuvres d'art. La manière dont les artistes africains, ivoiriens en général, perçoivent les aspects de l'existence et les aspects de la vie. Pour Raymond Dachi, le choix de cet établissement n'est pas anodin. Parce que déjà c'est un établissement de référence aujourd'hui et nos enfants ils sont scolarisés. On a de très bonnes relations avec la direction et puis ils ont une ouverture d'esprit, ils sont ouverts culturellement, on va dire, et très poussés sur l'art et surtout le développement culturel, artistique ivoirien. Alors, apprécier des œuvres d'art, ce n'est pas seulement pour devenir un peintre. Parce que cela développe la créativité, cela développe la curiosité, apprendre à apprécier ce qui est beau et surtout développe l'esprit critique. Alors cet esprit-là, ce n'est pas seulement pour devenir peintre, mais il sert dans tous les domaines de la vie aujourd'hui. Donc pour nous, en fait, c'est quelque chose de très important et que nous devons cultiver. La collaboration entre l'école internationale Jules Verne et la galerie Kinum est une grande première qui met en avant le talent artistique de la jeunesse ivoirienne. Toujours en art, et cette fois dans les murs de l'université Félix Houphouët-Boigny, où s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Salon des œuvres d'art des personnes en situation de handicap. Organisée par l'Union des communicateurs des personnes en situation de handicap, cette deuxième édition va se dérouler du 1er au 2 décembre sous le thème « Valorisons les personnes handicapées ». Michel Brou et c'est ici. Mettre sous les projecteurs les talents artistiques des personnes en situation de handicap était le sens donné à l'ouverture de la deuxième édition du Salon des œuvres d'art des personnes en situation de handicap. L'atmosphère était empreinte de curiosité pour les participants de découvrir l'expression créative de ces personnes. L'Union des communicateurs des personnes en situation de handicap voulait, à travers ce salon, faire la promotion de cette catégorie de personnes ainsi que leur création pour favoriser leur inclusion à tous les niveaux, tout en célébrant la diversité humaine. Pourquoi ce salon? Pour 3 raisons. La première raison, quand vous voyez toutes ces expositions qui sont faites, vous remarquez avec moi que les personnes handicapées ont de la matière à donner. Mais elles ont simplement besoin de visibilité pour qu'à partir de ce qu'elles savent faire, elles puissent nourrir leur famille. Et l'objectif de l'UCH, c'était pour nous de faire la promotion des œuvres d'art des personnes handicapées. Les personnalités présentes à cet événement ont soutenu cette initiative. Elles ont annoncé la création d'infrastructures pour l'industrialisation des œuvres de personnes en situation de handicap. Ce salon est une très belle initiative que nous accompagnons. C'est pour cela que vous voyez que nous sommes présents, parce que nous sommes la tutelle des personnes en situation de handicap. Vous voyez tout ce qu'ils font? Voilà, ils auront un espace, c'est-à-dire quand ils sortent de chez eux le matin, ils savent où ils partent pour pouvoir faire ça. Si vous, par exemple, vous les cherchez, si vous avez des personnes qui les recherchent, vous savez où indiquer. Cette lucarne était la bienvenue pour ces personnes en situation de handicap. Je me bats toujours, je me défends. À côté de ça, je dis à les autres, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je suis venu montrer à les autres aussi pour dire la vie ne t'arrête pas là. La cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Salon des œuvres d'art des personnes en situation de handicap veut contribuer à mettre en lumière les capacités artistiques de cette catégorie de personnes, offrant une opportunité unique de découvrir l'art sous un angle différent. L'Autorité nationale de régulation de l'électricité de Côte d'Ivoire a organisé le vendredi dernier à Yamoussoukro une cérémonie de signature de partenariat entre l'ANARE-SI et plusieurs structures afin de relayer aux populations les bonnes informations, à savoir permettre aux consommateurs de connaître leurs droits et leurs devoirs et aussi d'être un acteur de régulation de l'électricité. Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebe.
Pour sa deuxième session du cadre d'échange périodique de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, c'est plusieurs structures telles que l'Union des radios de proximité, les journalistes, les associations de consommateurs et de la société civile, la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire qui ont pris part à cette cérémonie qui a abouti à la signature de partenariats avec, pour mission principale de permettre aux consommateurs de connaître leurs droits et leurs devoirs et aussi d'être des acteurs de régulation de l'électricité. Nous voulons que le consommateur soit un acteur de régulation. Parce que nous ne sommes pas partout sur le territoire ivoirien. Le partenariat avec les associations nous permet de faire relayer nos missions, de faire connaître nos missions au plus loin d'Abidjan. Parce que la structure installée à Abidjan, nous avons une implantation à Yamoussoukro, mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas à ces deux villes. Donc les associations consommateurs nous permettent d'amplifier l'information auprès des consommateurs pour qu'ils connaissent leurs droits et leurs devoirs également. C'est un peu ça l'objectif de la stratégie d'information à l'association consommateurs. Ce sont 3 structures qui ont signé leur adhésion à l'ANARECI. C'est un sentiment de satisfaction pour moi en tant que défenseur des droits et devoirs des consommateurs. Une expérience de la Côte d'Ivoire copiée par les pays de la sous-région tels que le Tchad. Je suis là dans le cadre d'une immersion à l'ANARECI. J'ai quand même appris beaucoup de choses. Nous, au niveau du Tchad. Pour rappel, l'ANARECI, une structure avec une autorité administrative indépendante depuis 2016, a pour but de former les acteurs clés afin de relayer les bonnes informations aux populations. Le droit et la politique, le chagrin du juriste, c'est le thème d'une conférence tenue récemment au campus 2 de l'université Alassane Ouattara, une initiative du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, celui-ci qui a permis aux participants de comprendre le lien entre ces notions, parfois sujet à débat au sein de la société. Emmanuel Bonzo. C'est un thème d'intérêt que le conférencier Nantoumé Yaya s'est attelé à présenter aux participants. Selon lui, c'est à tort que l'homme de droit est souvent vilipendé sur certaines questions d'ordre juridique. Il estime que l'homme politique est au service du droit, même si c'est à lui que revient d'orienter et structurer l'action juridique. Il est important pour nous de faire ressortir d'abord les sources de loi, ceux qui sont habilités à produire le droit et ceux qui sont chargés de l'exécution du droit. Donc pour montrer que le droit est le produit de l'État. L'État étant le sujet, un sujet de droit est orienté et structuré par le pouvoir politique. Et pour montrer en un point que c'est le pouvoir politique qui produit le droit de façon générale. À écouter le conférencier, ces disciplines sont liées les unes aux autres, d'autant plus que l'action juridique est souvent impulsée par le politique. Nantoumé Yaya recommande donc la mise en place d'un instrument réservé strictement au droit et d'un autre dédié à la politique. Donc il est important qu'on puisse voir dans le futur, est-ce qu'il ne serait pas important de laisser le juridique aux juristes et de laisser les affaires politiques aux politiques. Cette conférence est une initiative du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour contribuer à la formation académique de leurs camarades de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il faudra qu'on puisse véritablement dissocier le droit de la politique et la politique de droit, ou à défaut, avoir une collaboration saine afin d'éviter au maximum les frustrations qui pourraient gangréner donc nos sociétés modernes. Le juriste n'est qu'un instrument qui est là pour appliquer ce qui a été décidé par les hommes politiciens. Parce que le juriste aimerait aussi avoir son opinion. Le CESI entend donc multiplier ce type de rencontres, contribuant ainsi à l'enrichissement intellectuel des étudiants de l'UAO. En image à présent, le Cameroun a obtenu de la Banque africaine de développement un prêt de 73,44 millions d'euros pour construire un pont sur le fleuve Ntem qui limite l'accès à la Guinée équatoriale à partir de la localité de Campo dans le département de Kribi au sud-ouest du territoire camerounais. Le pont sera érigé aux extrémités du fleuve dans la région de Campo au Cameroun et de Rio Campo en Guinée équatoriale. La mise en œuvre du projet devrait commencer en décembre 2023 et s'achever en novembre 2028.
Le quota de production d'or noir du Nigeria, qui est jusqu'ici le premier producteur africain de brut, passe à 1,5 million barriques jour pour 2024 contre 1,78 million barriques jour pour 2023. Un niveau duquel le pays ne s'est d'ailleurs jamais vraiment approché malgré toutes les initiatives prises ces derniers mois pour y parvenir. L'enjeu pour les autorités nigérianes est d'œuvrer désormais à l'atteinte régulière du nouveau quota de production fixé par l'OPEP, un niveau que le géant pétrolier a d'ailleurs pu atteindre en septembre et en octobre. Et nous refermons ce journal que nous avons pris plaisir à vous proposer. Merci de votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa, la chaîne au cœur de l'information économique.